Le RIC, qu'est-ce que c'est? C'est un outil institutionnel qui permet d'introduire de la démocratie dans une société en permettant à un citoyen ou à plusieurs de réclamer un référendum sur le sujet de leur choix qui leur semble important. Pourquoi la question du RIC est si importante aujourd'hui? Pour le comprendre, remontons aux sources de notre République. La France, en 1789, inscrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans son processus constituant. Cette déclaration fonde les droits naturels et imprescriptibles du peuple, dont la liberté et l'égalité devant la loi. 200 ans plus tard, cette déclaration demeure un des piliers de notre nation. Elle figure dans le préambule de la Constitution de notre 5e République, dont la devise est toujours liberté, égalité, fraternité. Notre République est indivisible. La loi est la même pour tous, sur tout le territoire, et les citoyens sont égaux devant la loi. Elle est aussi laïque, démocratique et sociale. Chacun a droit à un travail et à des ressources suffisantes pour assurer le développement des personnes. Enfin, le principe de notre Constitution est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et c'est au peuple qu'appartient la souveraineté nationale. Mais que signifie exactement République démocratique? Nous avons l'habitude de considérer que ces deux termes se valent à peu près. La République française est le pays des droits de l'homme, et nul ne saurait remettre en cause son image de démocratie. Et si nous y regardions de plus près, 5 siècles avant Jésus-Christ, 2 cités célèbres vont nous laisser 2 modèles politiques très différents, Athènes et Rome. Athènes, berceau de la démocratie. Le mot démocratie vient du grec. Il est formé de démos, qui signifie peuple, et kratos, qui signifie pouvoir. C'est littéralement le pouvoir au peuple. Pour être citoyen, à Athènes, il faut être un homme majeur, né libre, c'est-à-dire non esclave, et de père athénien. Vous le voyez tout de suite, les femmes en sont exclues, ainsi que les étrangers et les esclaves. Les citoyens à Athènes sont à peu près 10% de la population, c'est-à-dire environ 40 000 personnes. Ils se réunissent régulièrement, environ 4 fois par mois, en ecclésia, c'est le nom donné à leur assemblée. Là, ils votent les lois, la guerre et la paix, le budget. Ils désignent leurs représentants par tirage au sort le plus souvent et pour une durée limitée. Ils contrôlent également ceux qui les ont élus pour certaines fonctions, très limitées. Ce schéma présente les institutions athéniennes et il montre un fonctionnement parfaitement horizontal. Tous les citoyens sont égaux. Au centre des institutions siège l'Assemblée des citoyens, nommée Ecclésia. C'est elle qui désigne tous ses représentants et qui les contrôle. Le tirage au sort est largement privilégié et la durée du mandat est courte puisqu'elle n'excède pas 1 an la plupart du temps. Les membres de l'Ecclésia désignent par tirage au sort les membres de la Boulée, ce conseil de citoyens chargé de préparer les séances de l'Ecclésia et de préparer les lois. Il siège pour 1 an. Il contrôle également les magistrats qui ont été désignés par l'Ecclésia, qui, eux, commandent les armées et veillent à l'application des lois. L'Ecclésia désigne également les juges, les membres de l'Église, qui sont tirés au sort pour 1 an. Rome est organisée en république. République vient du latin res publica. Res signifie chose, c'est-à-dire la cause que l'on va débattre, que l'on va défendre, et publica veut dire public, c'est-à-dire qui concerne le peuple. C'est donc un régime politique
où le pouvoir appartient aux représentants qui sont élus par les citoyens, par le peuple. La devise de Rome est Senatus Populusque Romanus, c'est-à-dire le Sénat et le peuple romain. Elle est intéressante parce qu'elle illustre bien la constitution de la société, sa division en deux classes sociales qui ne se mélangent jamais. D'un côté, les grandes familles aristocratiques, les patriciens, d'où sont issus tous les dirigeants de la République de Rome. Et de l'autre, les plébéiens, les citoyens romains, qui eux vont élire leurs représentants mais n'auront jamais accès à ces fonctions dirigeantes, à ces fonctions de pouvoir. Pour être citoyen à Rome, il faut être un homme majeur, né libre et de père romain. Les citoyens sont regroupés en comices, c'est-à-dire en assemblées citoyennes, et de différentes façons. Pour certains votes, les comices sont constitués à partir des quartiers. Pour d'autres votes, par exemple pour le vote des lois ou l'élection des représentants, les comices sont organisés en fonction des biens et des richesses des citoyens. Donc les citoyens dans la Rome antique votent effectivement les lois et élisent leurs représentants. Seulement les plus riches sont favorisés. Les citoyens dans la République de Rome ne sont donc pas égaux pour voter. D'autre part, les élus, les représentants du peuple, sont toujours issus de l'aristocratie et les sénateurs sont nommés à vie. Ce schéma illustre le fonctionnement vertical et pyramidal de la République dans la Rome antique. Tout en bas, à la base, se trouve le peuple, les citoyens, en grande majorité des plébéiens. Ils votent les lois et élisent leurs représentants, mais de manière inégale, puisque le scrutin est organisé en fonction des revenus et des biens des citoyens. Certains parmi eux pourront être élus tribuns de la plèbe et pourront contrôler les décisions des magistrats vis-à-vis du peuple. Par contre, ils ne pourront jamais accéder aux fonctions supérieures, celles du pouvoir exécutif. Ces fonctions-là sont réservées aux patriciens. Les patriciens, élus par les citoyens pour administrer la République de Rome, suivent la carrière des honneurs. Ils sont d'abord questeurs, puis édiles, puis préteurs, puis consuls. Les membres du Sénat sont eux aussi recrutés parmi les familles de patriciens. Pour résumer, nous voyons que si les citoyens élisent leurs représentants, ils ne peuvent jamais, eux, devenir représentants de leurs concitoyens. Les fonctions au sein du pouvoir exécutif sont réservées aux membres des familles patriciennes. Si l'on compare la démocratie athénienne et la République romaine, on s'aperçoit que ces deux régimes politiques sont totalement différents. Demos kratos et res publica sont des conceptions totalement différentes de l'exercice du pouvoir et de la souveraineté, et elles impliquent une organisation institutionnelle complètement différente aussi. Dans la démocratie directe athénienne, les citoyens votent les lois, désignent et contrôlent leurs représentants. Les citoyens sont égaux entre eux. Le fonctionnement est horizontal. Dans la Rome antique, la République est oligarchique. Ce sont les familles patriciennes qui se partagent le pouvoir. Les citoyens votent les lois et élisent leurs représentants, mais ils ne sont pas égaux. Les plus riches sont avantagés. C'est un fonctionnement pyramidal. La partie gauche de l'image illustre le fonctionnement de notre République démocratique, ou démocratie représentative basée sur l'élection. Les citoyens, tout en bas, élisent leurs représentants. Les représentants, eux, décident des lois, des traités, de la Constitution, des hauts fonctionnaires. À droite, le schéma illustre le fonctionnement dans une démocratie directe basée sur les votes. Ce sont les citoyens eux-mêmes qui vont décider des lois, des traités, de la Constitution, de la désignation de leurs représentants, mais aussi de leur révocation, des impôts, des salaires, de la santé, etc. À gauche, lorsque les citoyens ont élu leurs représentants, ils ne votent plus jamais. Pendant tout le mandat de leurs représentants, ils assistent impuissants aux décisions qui sont prises à leur place et en leur nom. À droite, les citoyens gardent la maîtrise des décisions qui sont prises pour eux. Le référendum est un outil de démocratie qui permet au peuple de prendre des décisions sur des sujets importants.
Voyons quelle place occupe le référendum dans notre démocratie représentative aujourd'hui. Dans notre Constitution sont inscrits 3 sortes de référendums. Le référendum législatif, qui est toujours à l'initiative du président et qui est inscrit dans l'article 11. Ce référendum est possible, mais il n'est pas obligatoire. Le président de la République peut soumettre au référendum un projet de loi. Le deuxième référendum, inscrit lui aussi dans l'article 11, est nommé référendum d'initiative partagée. Il s'agit d'un référendum demandé par 1/5 des députés et qui doit être appuyé, soutenu par 10% des électeurs. En réalité, il s'agit d'un référendum d'initiative parlementaire. Le peuple n'y est pas du tout décisionnaire. Enfin, le référendum constituant, inscrit dans l'article 89 de notre Constitution. Pour toute révision de la Constitution, la proposition doit être votée par les 2 assemblées en des termes identiques. Ensuite, lorsque cette révision est acceptée par les 2 assemblées, elle est soumise à référendum. La décision du peuple, des citoyens, ne vient qu'après la décision des 2 assemblées. Nous voyons donc que dans ces 3 référendums qui existent aujourd'hui dans notre Constitution, l'initiative des citoyens est complètement nulle et le poids du peuple est très faible. À droite, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, comme on peut l'imaginer dans une démocratie directe, où le peuple décide. Ce référendum peut être de 4 sortes, c'est-à-dire législatif, pour voter, adopter des lois, abrogatoire, pour les abroger, les annuler, révocatoire, c'est-à-dire pour révoquer des élus, et constituant, c'est-à-dire pour pouvoir modifier, réécrire la Constitution. Ce référendum d'initiative citoyenne peut aussi s'intéresser à tous les domaines, toutes les matières, c'est-à-dire la fiscalité, la santé, l'environnement, l'éducation, la sécurité, et la liste n'est pas exhaustive. Il peut aussi avoir autorité sur les traités, leur signature ou leur annulation. Ce schéma permet d'illustrer l'étendue et champ d'application du référendum d'initiative citoyenne. On y voit les référendums législatifs et abrogatoires qui vont permettre d'agir sur les lois, le référendum révocatoire qui va permettre d'agir sur les représentants, de les contrôler, de les révoquer, le référendum constituant pour agir sur la Constitution, et le référendum qui a autorité en matière de traités, justement pour agir sur les traités. Et puis tout en haut, dans les bulles bleues, vous avez tous les domaines, toutes les matières dans lesquelles peuvent s'exercer le référendum d'initiative citoyenne, la santé, la justice, l'agriculture, etc. Pour être complètement citoyen, ce référendum ne devrait être modifiable que par un autre référendum citoyen. Et il doit avoir un caractère obligatoire, décisionnaire. Comment se déclenche le référendum d'initiative citoyenne? Au départ, les pétitionnaires rédigent un texte, une question, une demande. C'est le texte de la pétition. Puis, ils recueillent les signatures. Les signataires doivent être identifiables, puisque les signatures seront contrôlées. La pétition est ensuite transmise à l'organisme prévu qui est chargé du contrôle de la recevabilité de la pétition. Si le nombre de signatures requis est atteint, alors le gouvernement organise le référendum. Les citoyens votent et le résultat du vote s'applique, s'impose au gouvernement. Une fois que sont fixées les grandes lignes du référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire les 4 sortes, les traités, toute matière et un caractère contraignant, obligatoire, il reste encore des paramètres à fixer. Le seuil de déclenchement, c'est-à-dire le nombre de signatures nécessaires pour obtenir le référendum, est très important. Un seuil trop bas peut faire craindre des votations trop fréquentes et pour des sujets de peu d'importance. Un seuil de déclenchement trop élevé peut rendre le référendum inaccessible. Faut-il craindre de voter trop souvent? Faut-il craindre la puissance des partis politiques ou des lobbies qui seuls pourraient organiser des campagnes en faveur de certains sujets par leur soutien financier?
Il est important de pouvoir débattre de ces questions collectivement, pour décider ensemble de ce qui est juste, opportun. Le délai pour recueillir les signatures est important lui aussi. En Suisse, les pétitionnaires disposent de 100 jours pour recueillir le nombre de signatures suffisant et pour les faire contrôler. Pendant ce temps de recueil des signatures, peuvent être organisés des débats, des informations, pour que chacun puisse faire une opinion. Certains sujets peuvent nécessiter un référendum en urgence. Pour d'autres, il peut être important de prendre le temps de réfléchir ensemble. Faut-il imposer un délai de mise en œuvre une fois le référendum réalisé? Le référendum d'initiative citoyenne n'existe pas encore dans notre Constitution. Il faut l'imaginer, en cerner les contours, en définir les paramètres finement. Le référendum d'initiative citoyenne n'existe pas encore. Qui doit l'inventer? Qui doit l'écrire? Nos représentants, les Gilets jaunes, Gaulois réfractaires, le peuple français, un parti politique? Si nous voulons que ce référendum d'initiative citoyenne soit un véritable outil de démocratie, il est bon de l'élaborer ensemble. Quelle doit être sa forme? Avec qui le réclamer? Le chantier est désormais ouvert. La République n'est pas la démocratie. Nous avons l'habitude de laisser le soin de décider et de débattre à nos représentants. Mais si nous voulons retrouver notre souveraineté, alors il nous faut apprendre à débattre, à délibérer, en assemblée citoyenne. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Le pouvoir est exercé directement par le peuple, ou bien il est contrôlé par les citoyens. Cela suppose un investissement important. La démocratie est le régime le plus fragile. Il repose sur l'éducation du citoyen, qui doit savoir, en toute chose, privilégier l'intérêt général plutôt que ses intérêts personnels. Nous n'avons pas l'habitude de fonctionner ainsi. Construire une véritable démocratie suppose de changer notre façon de voir et notre façon d'agir. Il nous faut devenir citoyens à part entière. Le schéma de gauche illustre le fonctionnement dans notre démocratie représentative. Le pouvoir s'y construit par l'élection. Il s'agit pour les citoyens de choisir un candidat qui représentera le peuple. Pour cela, il y a campagne électorale, débat contradictoire, pour, contre, confrontation d'idées et de programmes opposés. Les médias qui relaient les discours, les sondages, la propagande électorale construisent l'opinion. Les citoyens assistent au débat et doivent ensuite se prononcer en faveur de l'un ou l'autre des candidats. Le schéma de droite illustre le fonctionnement dans une démocratie directe. Les décisions sont prises par un vote des citoyens. Il peut s'agir d'une désignation de représentants ou d'une prise de décision. Dans une démocratie directe, ces votes sont toujours précédés de débats démocratiques. Le débat démocratique est basé sur l'argumentation, la recherche de consensus et la réflexion collective. Les outils sont la formation à l'école ou par les médias qui informent, les assemblées qui délibèrent, les débats. Tout cela permet de construire la pensée collective. Les citoyens sont acteurs dans leur pensée et dans leur prise de décision. Ces deux conceptions du pouvoir et de la souveraineté aboutissent à deux formes de pensée complètement différentes. Dans la démocratie représentative, l'élection induit la compétition et l'opposition des candidats. L'arbitre est le scrutin. Il n'y aura qu'un vainqueur. À aucun moment les citoyens n'auront pu choisir ce qui leur convient dans le programme de l'un ou de l'autre. Nous sommes là dans une organisation qui privilégie la confrontation. Les idées s'opposent. C'est l'exclusion, la division, la compétition. Et cela aboutit à une limitation du potentiel de pensée. Dans une démocratie directe, le débat, l'argumentation, la recherche de consensus permettent des délibérations et des prises de décision éclairées. En s'ajustant les uns aux autres, les participants peuvent prendre la solution qui sera la meilleure pour tous. Cette façon de s'organiser permet l'élaboration d'une pensée collective. Elle est faite d'ajustements,
d'enrichissement et de transformation des idées. Ainsi, la pensée collective nourrit la démocratie, mais nous n'en avons pas l'habitude. Personne ne nous l'a jamais appris. Penser ensemble, cela s'apprend. Décider ensemble, cela s'apprend aussi. Alors, si on y réfléchissait ensemble,